Bonjour à tous. Dans cet ensemble de ressources consacrées au plan d'expérience en formulation, on va trouver régulièrement des ressources que l'on peut mettre en œuvre à partir d'un tableur, en particulier le tableur Excel. Et donc, au travers des 4 séquences que nous allons découvrir aujourd'hui, nous allons voir comment faire une représentation ternaire, comment faire un diagramme triangulaire à partir du tableur Microsoft Excel. Alors, dans cette première séquence, nous allons rappeler quels sont les objectifs à atteindre et nous allons poser les équations non pas à partir d'un mélange ternaire, mais à partir d'un mélange binaire pour introduire ce qui est essentiel dans la compréhension de la démarche, à savoir l'utilisation d'une rotation barycentrique. On va faire une translation au centre et à partir de ce nouveau centre, on va faire une rotation d'un repère. Donc j'ai pris le parti d'introduire et d'utiliser des notations vectorielles qui sont accessibles même à des non-spécialistes en mathématiques, puisqu'on va faire appel à des choses aussi simples comme produit scalaire, comme produit vectoriel et bien sûr à la notion de vecteur. Alors, quel est l'objectif à atteindre? On aimerait pouvoir dessiner, à partir d'un tableur, en particulier Excel, le diagramme ternaire que vous voyez à l'écran, de façon à pouvoir compléter ce diagramme ternaire en y faisant figurer un mélange, par exemple, c'est le point rouge que vous voyez, pourquoi pas des contraintes et pourquoi pas des courbes d'isoréponse. Or, le tableur Excel permet de dessiner des nuages de points, XY, à condition que les points que l'on positionne dans la zone de traçage ne disposent que deux coordonnées, une sur l'axe horizontal, appelé axe X, et une sur l'axe vertical, appelé axe Y. Or, par définition, dans un diagramme ternaire, eh bien, les mélanges possèdent trois coordonnées, la fraction massique du constituant 1, la fraction massique du constituant 2 et la fraction massique du constituant 3. Et donc le challenge consiste à passer d'un système où les points sont caractérisés par trois coordonnées à un système où les points sont caractérisés par deux coordonnées, sachant que dans Excel, nuage XY impose à l'utilisateur que les axes représentent des directions orthogonales. Elles font un angle droit entre elles. Dès lors qu'on saura faire ceci, eh bien, on pourra compléter la zone de traçage en y introduisant des contraintes individuelles, implicites ou explicites, que vous voyez matérialisées ici par des traits rouges pour les limites inférieures, par des traits bleus pour les limites supérieures. Vous pourrez définir la limite d'un domaine sous contrainte. Ici, il s'agit d'un simplex. Vous pourrez choisir et représenter un maillage de type simplex lattice ou simplex centroïde. Et enfin, après avoir réalisé les expériences pour les mélanges du plan d'expérience, si votre modèle est de qualité prédictive, vous pourrez dessiner les courbes d'isoréponse que vous voyez représentées à l'écran. Donc, voilà quels sont les objectifs à atteindre et voilà quel peut être l'intérêt d'utiliser un tableur de façon simple, vous allez voir, de façon à rendre explicite eh bien, vos domaines expérimentaux et les informations contenues dans ces domaines dès lors que vous disposez de trois constituants, ce qui est souvent un cas fréquent lorsque l'on débute dans l'apprentissage des plans de mélange. Alors, pour comprendre la méthode de la rotation barycentrique, eh bien, on va s'intéresser à un mélange binaire et donc le domaine de ce mélange s'appelle un diagramme binaire. Quelque part, on a besoin dans la vie de repères. Un repère, ça sert à préciser les coordonnées des objets que l'on va positionner dans l'espace défini par ce repère. Et lorsqu'on est en présence de deux constituants, on peut imaginer que l'axe horizontal de ce repère représente les variations du constituant 1, à savoir les variations de la fraction massique ou de la fraction volumique ou de la fraction molaire. Et naturellement, cet axe, il faut lui donner une échelle, et cette échelle est repérée par un vecteur de longueur unitaire ou de norme unitaire que j'ai appelé E1.
puisque vous avez un deuxième constituant, on va utiliser un deuxième axe, l'axe de variation des proportions du constituant 2, et cet axe, on va le graduer en utilisant finalement une norme, une échelle, et le vecteur qui va caractériser cette norme va s'appeler E2 avec des propriétés que beaucoup de gens connaissent dans l'espace géométrique. Les normes sont unitaires pour pouvoir combiner ce qui se passe sur les deux axes, et les deux axes forment un peu par histoire et par habitude un angle droit. Cet angle droit va être matérialisé par un produit scalaire nul entre le vecteur E1 et le vecteur E2. Alors un repère, bien, comme on vient de le dire, ça sert à repérer les positions d'un point, ici dans un plan, dans le plan matérialisé par deux axes, l'axe de variation du constituant 1 et l'axe de variation du constituant 2, et ainsi le mélange M le point M a deux coordonnées, petit x1 et petit x2. Alors il est utile souvent, lorsqu'on utilise des notions géométriques, de faire appel à ce qu'on appelle le vecteur position ou le rayon vecteur. Par définition, le vecteur position et le rayon vecteur, c'est un bipoint. C'est un bipoint qui a une particularité, c'est que l'origine de ce vecteur, c'est l'origine du repère. Et l'extrémité de ce vecteur, eh bien, c'est le point M que vous voulez décrire, soit de façon statique, ici, soit de façon plus dynamique, lorsque les coordonnées du point M peuvent dépendre, en mécanique par exemple, d'un paramètre petit t. Et ainsi, le rayon vecteur représentant le mélange M, ou le point M, s'écrirait R égale x1 E1 plus x2 E2. Alors, lorsqu'on est dans des problèmes de mélange, les variables représentées sur les axes représentent les proportions des constituants qui sont des fractions massiques, volumiques ou molaires, et par définition d'une fraction massique, cette valeur de fraction massique ne peut pas être négative et ne peut pas dépasser 100%. Donc les valeurs 0 et 1 associées aux limites de variation des proportions du constituant 1 sont appelées des contraintes individuelles implicites. 0, c'est la contrainte inférieure, implicite, et 1, c'est la contrainte supérieure. Il s'agit des deux bornes matérialisées par des traits verticaux bleus dans le plan de la figure. Naturellement, ce que l'on impose à la variation de la fraction massique du constituant 1 est également imposé à la variation de la fraction massique du constituant 2, et donc petit x2 appartient à l'intervalle 0, 1. Et lorsqu'on associe les deux relations, on obtient un système qui nous donne ici un carré d'arêtes unitaires, x1 compris entre 0 et 1, x2 compris entre 0 et 1. Mais, par définition des fractions massiques, il faut rajouter une autre contrainte qu'on appelle une contrainte relationnelle, parce que l'écriture de cette contrainte fait apparaître une relation, entre la fraction massique x1 et la fraction massique x2, et cette relation s'écrit x1 plus x2 égale 1. Alors, ceci est une équation de droite dans le plan de la figure que vous voyez. Cette équation de droite est matérialisée par un trait vert. De façon plus générale, ce sera une équation de plan, une équation d'hyperplan, et on va définir cet espace par une fonction scalaire. Cette fonction scalaire, je la note phi. Phi est égal à x1 plus x2, et cette fonction scalaire prend une valeur particulière, phi égale 1. Voilà. Alors, cette fonction scalaire permet de définir ce qu'on appelle un simplex. Un simplex, c'est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel ce simplex est représenté. Bien, le simplex vert, la droite des mélanges entre le constituant 1 et le constituant 2, d'un espace à une dimension et possède deux sommets que vous voyez apparaître
aux extrémités de ce segment de droite. Et donc, naturellement, le mélange binaire ne peut appartenir qu'à cette droite verte. Et donc, voilà par exemple un mélange M constitué par 70% du constituant 1 et son complémentaire 30% du constituant 2. Donc voilà quelle est l'origine du diagramme binaire, mais voyons voir, puisque nous sommes dans un espace à une dimension, comment se ramener des coordonnées, comment se ramener d'un point M qui possède deux coordonnées, 70%, 30%, au même point M qui ne posséderait qu'une seule coordonnée, puisque la notion de simplex fait perdre une dimension, qui n'aurait qu'une coordonnée suivant l'axe vert. Eh bien, c'est ce que l'on va expliquer au travers de la rotation barycentrique. Donc, dans un premier temps, on va définir le centre du simplex. Pour définir le centre du simplex, il suffit de définir le centre des sommets de ce simplex, les sommets ayant pour coordonnées 1, 0 et 0, 1. Comme vous pouvez le voir dans le plan de la figure, le centre aura pour coordonnées 0, 5, 0, 5. Donc on calcule les coordonnées du centre du simplex et on va faire une translation du repère rouge pour l'associer non pas au point 0, 0 mais au point 0, 5, 0, 5, c'est-à-dire que je m'en vais associer le repère au domaine expérimental dans lequel je fabrique mes mélanges. Bien, c'est ce que vous voyez ici. J'ai fait une translation du repère rouge au point G avec une formule de translation très simple, c'est-à-dire que dans le repère noir, les coordonnées du mélange M s'écriront x'1 égale x1 moins x1g, en remplaçant x1g par 0,5, et x'2 égale x2, la coordonnée du mélange M dans le repère rouge, moins x2g étant égal à 0,5. Naturellement, ce nouveau repère est défini à partir de vecteurs E'1 et E'2 qui doivent être unitaires et qui doivent aussi respecter un angle droit. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors il va sans dire qu'ici, le passage de E1 à E'1, le passage de E2 à E'2 ne pose pas de problème, puisque les vecteurs ce sont les mêmes. Alors, on va maintenant réécrire la fonction scalaire phi, donc l'équation quelque part de la droite verte, non pas dans le repère rouge, mais dans le repère noir. Avant ça, on va regarder comment faire. Eh bien, partant de la formule de translation, qui est quelque part une soustraction, on exprime x1 en fonction de x'1, on exprime x2 en fonction de x'2, c'est ce que vous voyez à l'écran. On fait la somme. Pourquoi faire la somme? Puisque dans le premier repère, phi était égal à x1 plus x2. Bien, quand on fait la somme, x1 plus x2 devient x'1 plus x'2 plus x1g plus x2g. On remplace à gauche du signe égal x1 plus x2 par 1, c'est la formule que vous voyez à l'écran, dans la zone de traçage, dans le système, phi égale 1. On remplace x1g plus x2g par 0,5 plus 0,5, qui fait aussi 1 à droite du signe égal. Et donc, on obtient la nouvelle équation de la droite verte dans le repère noir à partir de la fonction scalaire x'1 plus x'2, mais attention, phi' est égal à 0. Voilà, tous les points dans le repère noir qui vont apparaître sur cette droite auront une somme de coordonnées qui sera nulle. Alors, regardons ce qui se passe. J'ai ici quitté les axes du repère rouge pour matérialiser les axes du repère noir. La matrice identité qui représentait les coordonnées des sommets. Que devient-elle? Le sommet 1 qui avait pour coordonnées 1, 0, lorsque j'applique les formules de translation, a pour coordonnées 0,5 moins 0,5. Et vous voyez que la somme des deux, 0,5 plus moins 0,5, ça fait 0. Le sommet que vous voyez en haut à gauche de la figure, qui avait pour coordonnées 0,1 dans le repère rouge, a des coordonnées qui maintenant sont égales à moins 0,5 plus 0,5. Quand vous faites la somme des coordonnées sur
l'axe vert dans le repère noir, la somme des coordonnées est égale à 0. Et puis le mélange M, qui initialement avait pour coordonnées 0,7, 0,3, et il va avoir pour coordonnées 0,2, moins 0,2. Donc première étape, j'ai fait une translation du repère au centre du simplex. J'ai toujours deux coordonnées. Le point M, qui avait deux coordonnées dans l'espace rouge, a également deux coordonnées dans l'espace noir, et ce que je cherche à faire, c'est à, entre guillemets, perdre une de ces deux coordonnées. Et bien, pour perdre une de ces deux coordonnées, je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation autour du point G, du repère noir. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et je vais faire une rotation de telle sorte que un des deux axes soit orthogonal à la fonction scalaire, soit orthogonale au trait vert, au simplex représentant le mélange binaire, de telle sorte que les coordonnées des points dans le domaine vert auront une ordonnée égale à 0 suivant cet axe, puisque cet axe n'appartient pas à la figure. Alors, comment caractériser cet axe? Ici encore avec un vecteur. Et un vecteur que l'on veut unitaire. Bien, par définition de la normale à une surface, il suffit de faire le rapport du gradient de phi prime divisé par la norme de ce vecteur. Grade de phi, c'est le gradient d'une fonction scalaire qui est égal à un vecteur. Donc tout calcul fait, on voit ici qu'il y a un angle de 45 degrés entre le repère noir et le repère bleu, donc vous pouvez utiliser, si vous ne voulez pas utiliser la fonction gradient, des angles faisant apparaître cosinus 45 et sinus 45, ou cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, soit racine de 2 sur 2 E'1 plus racine de 2 sur 2 E'2. Et ensuite, comment trouver le vecteur W1? Le vecteur W1, il va être orthogonal au premier, donc il faut que le produit scalaire de W1 par W2 soit égal à 0, et ici encore, en lisant un angle de 45 degrés, qui sera plus difficile à lire lorsqu'on sera en présence de trois constituants. C'est pour ça que j'ai quand même utilisé ici la notion de gradient, qui est beaucoup plus généralisable. Eh bien, on trouve le vecteur W1. Le vecteur W1 a une norme unitaire, le vecteur W2 à une norme unitaire, le produit scalaire de W1 par W2 est égal à 0. Alors, je m'en vais à partir des deux équations que vous voyez à l'écran, W2 égale et W1 égale, pouvoir écrire un système de passage. J'obtiens les coordonnées W1, W2 en fonction de E'1 et E'2. Ce système-là s'écrit sous forme matricielle. On a une matrice de passage, de part et d'autre du signe égal, on a les vecteurs du repère bleu et du repère noir, et la relation qui nous intéresse est la relation inverse, c'est-à-dire on va mettre à gauche du signe égal E'1, E'2, à droite du signe égal W1, W2, et donc l'inverse de la matrice carrée que vous voyez à l'écran n'est autre que sa transposée. Transposer une matrice, ça consiste à dire que la première ligne devient la première colonne, et la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et l'objet que je viens de créer à partir de considérations géométriques s'appelle une matrice de rotation. Et c'est cette matrice que je vais utiliser pour projeter les coordonnées des points dans le repère noir pour les amener dans le repère bleu, et c'est ce que l'on va voir à partir de l'exemple du mélange M. Dans le repère initial, ce mélange, toujours le même, avait pour coordonnées 70%, 30%. On a fait une translation dans le repère noir, ce mélange avait pour coordonnées moins 20% sur l'axe 2, plus 20% sur l'axe 1. Lorsque je vais appliquer finalement les coordonnées du mélange M dans le repère bleu, je n'ai plus de coordonnées suivant W2, je n'ai qu'une coordonnée suivant W1, 0,2828. Alors, comment appliquer cette méthode à un maillage régulier? Le maillage régulier est généralement utilisé dans les domaines expérimentaux en formulation, et ici j'ai décidé de découper le domaine expérimental avec un pas de 10%. C'est pour ça que vous voyez dans le petit tableau qui apparaît à gauche sur l'écran les 11 mélanges répartis entre 0 et 1,
pour la proportion du constituant 1, avec un pas de 10%, 0, 10%, 20%, 30%, et ainsi de suite. X2, ben, pour respecter la contrainte implicite des mélanges, cette contrainte implicite relationnelle vous impose d'avoir le complémentaire 1 moins la proportion du constituant 1. Voilà, dans le repère 1, les points. La première des choses à faire, c'est de faire une translation au centre du domaine. Donc j'écris quelque part les coordonnées du centre, 0,5, 0,5, et je vais faire par soustraction le calcul des coordonnées des 11 mélanges dans le repère noir dont on avait dit que la somme des proportions devait être égale à 0. Donc si vous avez moins 0,5 dans la première colonne, vous avez plus 0,5 dans la deuxième colonne, et si vous avez plus 0,4 dans la première colonne, vous obtenez moins 0,4 dans la deuxième colonne. Et ensuite, c'est là que va intervenir la matrice de rotation que vous avez vue. Donc sur la première ligne, racine de 2 sur 2, ça fait la moitié de 1,414, donc ça fait 0,7071, et sur la deuxième ligne, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, donc vous voyez apparaître moins 0,7071 et plus 0,7071. Et je vais faire, pour calculer les coordonnées des mélanges, le produit de la matrice qui contient les coordonnées des mélanges une fois que vous les avez translatés au centre du domaine par cette matrice de rotation. Et vous voyez apparaître dans le dernier tableau qui est sur le plan de la figure, eh bien, une coordonnée nulle pour W2 et puis des coordonnées réparties uniformément entre moins racine de 2 sur 2 et plus racine de 2 sur 2. C'est les coordonnées W1 de votre mélange. Et donc j'ai réussi à transformer des proportions de deux constituants en une seule coordonnée. C'est la notion de simplex qu'on a définie au départ. Alors, comment faire pour basculer d'une matrice à l'autre? Eh bien, je vais utiliser, et nous allons l'illustrer en salle informatique tout à l'heure, eh bien, je m'en vais utiliser la fonction produit matriciel dans Excel, qui s'écrit produit mat, qui va consister à faire le produit de la matrice des coordonnées des mélanges au centre du simplex par, matrice 2, la matrice de rotation. Donc voilà quel est le principe lorsque on met en œuvre ce genre de calcul sous Excel dans un mélange binaire. Et quel est le résultat? Eh bien, le résultat est le suivant. Le vecteur, enfin les valeurs du vecteur W1 à l'écran, si vous les projetez dans un plan, vous voyez apparaître des points régulièrement répartis entre les deux points rouges qui ont pour coordonnées moins 0,7 plus 0,7, ou plus exactement moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Ces points sont régulièrement répartis parce que ils l'étaient dans le repère initial, et il n'y a pas de coordonnées, suivant W2. Donc voilà quel est le principe, quelque part, d'une réduction de dimension en faisant une rotation barycentrique. Alors nous sommes arrivés à la fin de la première séquence, qui était là pour introduire les objectifs à atteindre, et à partir d'un mélange binaire, le principe d'une rotation barycentrique. Et donc, première question, expliquer le principe d'une rotation barycentrique. Dans le cadre d'un mélange binaire et dans un simplex de hauteur unitaire, établir les expressions mathématiques utiles pour mettre en œuvre une rotation barycentrique. Vous pouvez vous appuyer sur de la géométrie simple qui, je rappelle, fait intervenir ici un angle de 45 degrés. Mettre en œuvre la démarche à l'aide d'un tableur, en trouvant les nouvelles coordonnées d'un réseau de type simplex lattice 2.4, je vous rappelle que entre les accolades, la valeur 2 nous précise qu'il s'agit d'un mélange binaire, et M représente le degré de maillage. On va couper en 4 la plage de variation des constituants. Si on coupe en 4 une plage qui varie entre 0 et 1, eh bien, les coordonnées de ces mélanges seront 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 1. Même chose, faites la même chose dans le cadre d'un mélange binaire, mais en utilisant un simplex centroïde. Le simplex centroïde consiste à faire les sommets et le centre
du seul sous-espace que vous avez ici, en présence de deux constituants, et vous pouvez même compléter à partir de points axiaux qui sont situés à mi-distance entre le centre et les sommets, et vous retrouverez, de façon sans doute amusée, le maillage que vous avez obtenu à la question précédente. Quel changement observerait-on, changement au singulier ou au pluriel, si on venait à imposer des contraintes individuelles explicites aux variations des deux constituants, à savoir x1 et x2 n'ont plus le droit de varier entre 0 et 1, mais entre une limite inférieure et une limite supérieure. Et enfin, dernière question, quel changement au singulier ou au pluriel observerait-on si on venait à modifier la valeur de la contrainte relationnelle, c'est-à-dire si x1 plus x2 n'était plus égal à 1, mais par exemple égal à 0,8. Cela signifierait qu'il y a un troisième, ou qu'il y aurait un troisième constituant constant à hauteur de 20%, et que la somme des constituants variables, dans ce cas-là, x1 et x2, serait égale à 0,8. Voilà. Donc je vous laisse revoir cette séquence, réécrire les équations en dessinant une figure, dessiner proprement parce que vous devez lire des angles, et ensuite bien utiliser un tableur Excel pour mettre en œuvre cette méthode dans le cas d'un mélange binaire pour répondre aux questions posées. Alors ceci étant fait, nous allons passer tout de suite à la séquence numéro 2 qui va finalement nous révéler la méthode pour dessiner dans un plan, à partir d'un axe horizontal et d'un axe vertical, une représentation triangulaire, encore appelée diagramme ternaire. Donc à tout de suite dans la séquence numéro 2.